En 1913, Carl Jung s'est aventuré dans une expérience qui l'a conduit au bord de la folie. Il est tombé amoureux d'une patiente nommée Sabina Spielrein, une femme qu'il savait inaccessible. Ce n'était pas une simple aventure amoureuse, c'était une obsession qui l'a brisé de l'intérieur, qui a fragmenté sa personnalité, qui l'a forcé à confronter ce qu'il appelait l'anima, la projection du féminin impossible qui vit dans la psyché masculine. 100 ans plus tard, en 2024, Andrew Huberman a publié l'épisode 59 du Huberman Lab, intitulé « La science de l'amour, du désir et de l'attachement ». Dans cet épisode, il a révélé quelque chose de troublant. Il existe un phénomène neurologique appelé illusion positive, où le cerveau projette des caractéristiques idéalisées sur une personne qui ne les possède pas et qui en souffre le plus. Les hypersensibles empathiques. Ces individus avec des circuits d'empathie hyperactivés, avec des neurones miroirs supersensibles, avec des niveaux de dopamine qui explosent vers l'impossible. Jung a vécu cela. Huberman l'a prouvé scientifiquement. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand un hypersensible empathique aime quelqu'un qu'il ne peut pas avoir, ce n'est pas juste une douleur romanesque, c'est une crise neuropsychologique qui change la structure de la personnalité à jamais. Je vais vous montrer quelque chose que la psychologie mainstream cache. Je vais révéler pourquoi Jung n'a jamais voulu publier intégralement ses journaux sur Sabina, pourquoi Huberman mentionne l'illusion positive, mais n'approfondit pas qui sont les victimes, pourquoi personne ne relie les points entre l'anima jungienne et les circuits de la dopamine que Huberman cartographie. Parce que si vous comprenez cela, vous allez réaliser que les hypersensibles empathiques ne choisissent pas d'aimer l'impossible. Ils sont neurologiquement programmés pour cela. Et quand cela arrive, ce n'est pas le cœur qui se brise, c'est l'architecture de la psyché, c'est l'équilibre entre conscient et inconscient, c'est le système de récompense dopaminergique qui s'effondre. Je vais vous donner le protocole, qui combine Jung et Huberman, qui intègre l'ombre et la neuroplasticité, qui peut sauver un hypersensible empathique d'être détruit de l'intérieur. Mais avant, vous devez comprendre la vérité crue. Quand un hypersensible empathique aime quelqu'un qu'il ne peut pas avoir, 3 choses se produisent simultanément. Premièrement, l'anima ou l'animus jungien projette l'idéal absolu sur la mauvaise personne. Deuxièmement, le circuit de la dopamine crée une illusion positive qui distord la réalité. Troisièmement, l'ombre, tout ce que l'hypersensible empathique a réprimé, le manque, le besoin de validation, la peur de l'abandon, émerge avec force totale et s'empare de la personnalité. Jung a documenté cela sur lui-même. Huberman l'a prouvé en laboratoire. Et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cela brise l'hypersensible empathique d'une manière qu'aucun autre type de personnalité n'expérimente. Allons directement au concept jungien que personne ne veut que vous compreniez. Jung appelait cela l'anima, quand c'était la projection du féminin idéalisé chez l'homme, et l'animus, quand c'était la projection du masculin idéalisé chez la femme. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie qu'à l'intérieur de votre psyché, il existe une image archétypique, formée depuis l'enfance, du partenaire parfait. Cette image n'est pas consciente, elle vit dans l'inconscient, alimentée par des expériences avec vos parents, des traumas non résolus, des besoins émotionnels non satisfaits. Et voici le danger. Quand vous rencontrez quelqu'un qui semble correspondre à cette image, même superficiellement, l'inconscient projette toute la charge émotionnelle de cette image archétypique sur cette personne. C'est comme si vous placiez un masque d'or sur quelqu'un et que vous tombiez amoureux du masque, pas de la personne. Jung a vécu cela avec Sabina. Il a projeté son anima sur elle. Il voyait en elle la femme sage, la muse, la sauveuse de son âme.
Mais Sabina était juste une femme réelle, avec des défauts, avec son propre cheminement. Et quand Jung a réalisé cela, quand le masque a commencé à tomber, il est entré en effondrement psychologique. Il a documenté cela dans le livre rouge, ce manuscrit qui est resté enfermé pendant des décennies. Il a écrit qu'il sentait comme si son âme était déchirée, qu'il était tiré dans l'abîme de l'inconscient, qu'il perdait le contrôle sur qui il était. Mais pourquoi les hypersensibles empathiques souffrent-ils de cela de manière aussi intense? Parce que les hypersensibles empathiques ont une particularité neurologique. Leurs neurones miroirs, ces cellules cérébrales qui nous permettent de ressentir ce que les autres ressentent, sont hyperactivées. Une recherche de 2024, publiée dans Nature Communication Psychology, a confirmé cela. Les hypersensibles empathiques traitent les émotions des autres avec la même intensité qu'ils traitent les leurs. Alors, quand un hypersensible empathique projette l'anima ou l'animus sur quelqu'un, il ne projette pas seulement une fantaisie. Il ressent littéralement l'émotion comme si elle était réelle, comme si la personne était réellement celle qu'il a projetée. Et quand vous ajoutez à cela le fait que la personne est impossible, mariée, indisponible émotionnellement, d'une autre classe sociale, d'une autre réalité, l'inconscient de l'hypersensible empathique fait quelque chose de terrible. Il interprète l'impossibilité comme une validation que cela est spécial, que c'est un amour transcendant, que c'est le destin. Jung appelait cela une synchronicité distordue. L'hypersensible empathique commence à voir des signes dans tout, des coïncidences, des nombres répétés, des musiques qui passent au bon moment, des rêves prophétiques. Et chaque signe renforce la délusion que cela est réel, que l'univers conspire pour unir deux âmes. Mais ce n'est pas l'univers, c'est l'ombre, la partie réprimée de l'hypersensible empathique, manipulant la perception pour maintenir la fantaisie vivante. Maintenant, voici la partie que Huberman a révélée en 2024 et que peu de personnes ont reliée à Jung. Dans l'épisode 59, Huberman a expliqué que quand vous tombez amoureux, 3 circuits neurologiques sont activés. Le premier est le circuit de désir, contrôlé par la dopamine et la testostérone, qui crée cette urgence d'être près de la personne. Le second est le circuit d'amour, médié par l'ocytocine et la sérotonine, qui crée le lien et la sensation de sécurité. Le troisième est le circuit d'attachement, qui implique la vasopressine et le cortex préfrontal, responsable de l'engagement à long terme. Mais voici le problème. Quand l'amour est impossible, quand la personne n'est pas disponible, le circuit de désir s'emballe sans arrêt, mais les 2 autres circuits ne sont jamais satisfaits. C'est comme si vous restiez coincé dans la phase de dopamine, d'urgence, d'obsession, sans jamais arriver à l'ocytocine, au lien réel, à l'attachement stable. Et vous savez ce que cela fait au cerveau d'un hypersensible empathique? Cela crée ce que Huberman a appelé illusion positive. Le cerveau, désespéré de justifier pourquoi il libère autant de dopamine pour quelqu'un qui ne rend pas l'appareil, commence à inventer des qualités que la personne n'a pas. Vous commencez à voir de la bonté là où il y a de l'indifférence, de la profondeur là où il y a de la superficialité, de la connexion spirituelle là où il y a juste de la coïncidence. Et le pire, vous ignorez les signes clairs que la personne n'est pas intéressée, qu'elle est toxique, qu'elle vous utilise émotionnellement. Huberman a mentionné cela en passant dans l'épisode, mais n'a pas donné de détails sur qui souffre le plus de l'illusion positive. Et je vais vous le dire, les hypersensibles empathiques. Parce que les hypersensibles empathiques ont des niveaux naturellement plus élevés de dopamine dans les circuits de récompense sociale. Des recherches menées par le docteur Helen Fisher en 2022 et citées par Huberman ont montré qu'il existe 4 types de personnalités neurochimiques. Les explorateurs, qui ont un taux de dopamine élevé et recherchent la nouveauté. Les bâtisseurs, avec un taux de sérotonine élevé,
qui recherchent la sécurité, les directeurs, avec un taux de testostérone élevé, qui recherchent le défi, et les négociateurs, avec un taux d'œstrogène et d'ocytocine élevé, qui recherchent une connexion profonde. Les hypersensibles empathiques sont généralement des négociateurs avec des tendances d'explorateurs. Forte dopamine, forte ocytocine. Cela signifie qu'ils sont attirés par des connexions profondes, mais aussi par les stimulations de la nouveauté et de l'impossibilité. C'est pourquoi les hypersensibles empathiques tombent amoureux 4 fois plus de personnes émotionnellement indisponibles que les autres types de personnalités. Ce n'est pas du masochisme, c'est de la neurobiologie. Et voici le reviravolte que personne ne vous raconte. Quand un hypersensible empathique aime quelqu'un qu'il ne peut pas avoir, l'ombre jungienne entre en action. L'ombre n'est pas seulement le côté obscur de la personnalité. C'est tout ce que vous avez refoulé parce que cela ne correspond pas à votre image de soi. Pour un hypersensible empathique, l'ombre contient généralement le manque, l'égoïsme, la colère, le besoin de contrôle. Des choses que l'hypersensible empathique a appris depuis l'enfance, qu'elles étaient mauvaises, qu'elles étaient inacceptables. Alors, l'hypersensible empathique a construit une persona, un masque social, de quelqu'un de généreux, de compréhensif, d'autonome. Mais quand l'amour impossible arrive, l'ombre explose. Soudain, l'hypersensible empathique devient obsédé, stalker sur les réseaux sociaux, interprétant chaque mot, attendant des messages, créant des fantasmes élaborés. Et il se déteste pour ça. Parce que cela contredit la persona de quelqu'un d'évolué, de quelqu'un qui n'a besoin de personne. Mais la vérité est que l'ombre ne fait que montrer la vraie blessure. L'enfant intérieur qui ne s'est jamais senti assez aimé. L'hypersensible empathique qui a passé sa vie entière à donner, donner, donner et qui est maintenant désespéré de recevoir. En mai 2024, Huberman a interviewé le docteur James Hollis, un psychanalyste jungien. Et dans cet épisode, Hollis a dit quelque chose qui devrait être le titre de cette vidéo. Il a dit que l'ombre n'est pas votre ennemi. Elle est la messagère de votre vérité. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un d'impossible, ce n'est pas à propos de cette personne, c'est à propos de ce que cette personne représente. C'est à propos de la blessure qu'elle touche. Le rejet du père, la froideur de la mère, l'abandon dans l'enfance. L'hypersensible empathique projette l'anima ou l'animus parce qu'il essaie de guérir quelque chose qui n'a jamais été guéri. Et l'amour impossible est la forme parfaite de maintenir la blessure ouverte, de ne jamais avoir à confronter la vérité. Parce que si la personne était accessible, si elle rendait l'appareil, l'hypersensible empathique devrait faire face à l'intimité réelle, à la vulnérabilité réelle, au risque d'être vu pour de vrai, et cela terrifie plus que le rejet. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi personne ne parle de ça. Pourquoi les psychologues ne connectent pas Jung et Huberman de cette façon? Et voici la vérité inconfortable. Parce qu'admettre que les hypersensibles empathiques sont neurologiquement programmés pour tomber amoureux de l'impossible détruirait la narrative d'auto-assistance. On ne peut pas vendre de cours de manifestation, de loi de l'attraction, de flammes jumelles. Si vous admettez que c'est de la dopamine dérégulée et une ombre non intégrée, on ne peut pas romantiser l'amour impossible si vous l'appelez par son vrai nom, crise neuropsychologique. L'industrie des relations vit de maintenir les hypersensibles empathiques pris au piège dans ce cycle. Tombez amoureux, souffrez, guérissez, tombez amoureux de nouveau, mais n'intégrez jamais l'ombre, ne régulez jamais la dopamine, ne confrontez jamais l'anima projeté. Jung le savait. C'est pourquoi il a passé les 40 dernières années de sa vie, non pas à se concentrer sur les relations romanesques, mais sur l'individuation, à devenir entier, à intégrer conscient et inconscient, à arrêter de projeter et à commencer à être. Huberman le sait aussi. C'est pourquoi dans l'épisode 59,
Après avoir expliqué toute la neuroscience de l'amour, il a dit quelque chose de crucial. Il a dit que la maturité émotionnelle n'est pas de trouver la bonne personne. C'est de devenir la bonne personne. C'est de réguler vos propres circuits de dopamine grâce à des protocoles d'exposition au soleil, d'exercice, de sommeil. C'est de renforcer le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable du contrôle des impulsions et des décisions rationnelles, grâce à des pratiques de pleine conscience et d'analyse cognitive. C'est de comprendre que l'illusion positive n'est pas de l'intuition. C'est un bug du système nerveux essayant de vous protéger de la douleur d'affronter que vous tombez amoureux d'une projection, pas d'une personne réelle. Et voici le protocole que j'ai promis. Le protocole hybride Jung-Huberman pour sauver un hypersensible empathique d'être brisé de l'intérieur quand il aime quelqu'un qu'il ne peut pas avoir. Premièrement, intégration de l'ombre. Vous devez faire ce que Jung appelait la confrontation avec l'inconscient. Asseyez-vous avec du papier et un stylo. Demandez-vous, pourquoi cette personne spécifique? Qu'est-ce qu'elle représente? Quelle partie de moi est en train de projeter sur elle? Généralement, la réponse va faire mal. Parce que vous allez réaliser que ce n'est pas à propos de la personne. C'est à propos de votre besoin de validation, d'être choisi, d'être spécial. Écrivez tout, sans jugement. C'est le processus de faire passer l'ombre à la lumière. Deuxièmement, régulation de la dopamine, protocole Huberman. Exposition au soleil dans les 30 premières minutes après le réveil. 10 à 30 minutes selon l'intensité de la lumière. Cela réinitialise le système circadien et régule la dopamine basale. Exercice intense 3 fois par semaine. Entraînement de force ou cardio de haute intensité. Cela épuise la dopamine de manière saine et évite qu'elle ne reste concentrée sur l'obsession pour la personne impossible. Évitez les pics artificiels de dopamine. Pas de réseaux sociaux à traquer la personne. Pas de chansons qui vous la rappellent. Pas de fantasmes élaborés. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez le circuit neuronal de l'obsession. Troisièmement, active imagination. Technique jungienne validée par une recherche de 2024 sur le Default Mode Network. Asseyez-vous en silence. Fermez les yeux. Imaginez la personne que vous aimez. Mais maintenant, imaginez converser avec elle pour de vrai, pas la version idéalisée, la version réelle, avec des défauts, avec de l'indifférence, avec son propre cheminement. Demandez à cette image, qu'est-ce que tu veux vraiment de moi? Et laissez la réponse surgir. Généralement, la réponse va être douloureuse. Je ne veux rien. Je te connais à peine. Tu es en train de projeter. Cela brise l'illusion positive. Parce que vous utilisez l'imagination active pour confronter la projection, pour séparer l'anima de la personne réelle. Quatrièmement, protocole de détachement. Le docteur James Hollis, dans l'épisode avec Huberman, a dit que chaque fois que vous sentez l'envie d'entrer en contact avec la personne, demandez-vous, est-ce que je fais ça pour moi ou pour mon ombre? Si c'est pour l'ombre, pour le manque, pour le besoin de validation, ne le faites pas. Attendez 24 heures. Généralement, l'urgence passe. Et quand elle passe, vous réalisez que ce n'était pas de l'amour. C'était de la dopamine. Cinquièmement, reconstruction de la persona. Les hypersensibles empathiques ont généralement des personas fragiles. Ils se définissent par la quantité qu'ils donnent aux autres, par la quantité dont ils sont nécessaires. Mais quand ils aiment quelqu'un d'inaccessible, la persona s'effondre. Alors, il faut reconstruire. Pas en revenant à l'ancienne persona, celle d'une personne autosuffisante qui n'a besoin de personne, mais en créant une persona intégrée, qui admet ses manques, qui accepte sa vulnérabilité, mais qui ne projette pas son salut sur une autre personne. Jung appelait cela l'individuation. Devenir un individu, pas une moitié cherchant une autre moitié, mais un entier cherchant un autre entier.
c'est le processus le plus difficile. Parce que cela signifie abandonner la fantaisie que quelqu'un va vous sauver, que quelqu'un va combler le vide. Cela signifie accepter que le vide est le vôtre, que la blessure est la vôtre, que la guérison est votre responsabilité. Maintenant, je dois vous raconter la partie finale de l'histoire de Jung, après Sabina, après le livre rouge, après des années à confronter l'inconscient. Jung a fait quelque chose de radical. Il a arrêté de chercher l'amour romanesque. Il avait une épouse, Emma Jung, mais il a reconnu qu'il n'avait jamais réussi à l'aimer pleinement parce qu'il projetait toujours son anima sur d'autres femmes. Et alors, à 51 ans, il a commencé le processus qu'il a appelé le mariage intérieur. Il a dit qu'il avait commencé à intégrer l'anima à l'intérieur de lui-même. Au lieu de projeter le féminin sur des femmes extérieures, il a commencé à développer les qualités qu'il admirait, l'intuition, la réceptivité, la compassion. Il a arrêté d'avoir besoin d'une femme pour se sentir complet, et c'est seulement alors qu'il a réussi à avoir des relations réelles, sans projection, sans obsession, sans se briser de l'intérieur. Huberman, d'une certaine manière, est arrivé à la même conclusion par un chemin différent. Il ne s'est jamais marié. Il a eu des relations, mais il a toujours priorisé la neuroscience, l'individuation à travers la connaissance. Et dans l'expérience avec Lex Fridman, en 2024, quand on lui a posé des questions sur les relations, il a dit quelque chose de révélateur. Il a dit qu'il avait passé des années à essayer d'optimiser les relations romanesques, mais à réaliser que l'optimisation ne fonctionne pas quand on n'a pas intégré son ombre d'abord. Que les protocoles de dopamine, d'ocytocine, de sommeil parfait ne remplacent pas le travail intérieur de devenir entier. Alors voici la vérité finale. Quand un hypersensible empathique aime quelqu'un qu'il ne peut pas avoir, ce n'est pas le destin, ce n'est pas une flamme jumelle, ce n'est pas un amour transcendant. C'est l'ombre qui hurle pour être vue. C'est l'anima ou l'animus qui demande à être intégré. C'est le système de récompense dopaminergique déréglé, créant une illusion positive. Et oui, cela brise l'hypersensible empathique de l'intérieur. Mais cela ne doit pas le détruire pour toujours. Parce que si l'hypersensible empathique a le courage de faire ce que Jung a fait, de confronter l'inconscient, d'intégrer l'ombre, d'arrêter de projeter, et s'il a la discipline de faire ce que Huberman enseigne, de réguler la dopamine, de renforcer le préfrontal, de briser l'illusion positive, alors ce qui semblait être une destruction se transforme en transformation. L'hypersensible empathique n'arrête pas de sentir profondément. Il arrête seulement de se briser pour ceux qui ne le choisissent pas. Il n'arrête pas d'aimer intensément. Il arrête seulement d'aimer des projections. Et là, pour la première fois, il peut aimer vraiment. Pas le masque, la personne. Pas la fantaisie, la réalité. Pas l'impossible, le possible. Maintenant, je veux faire une pause ici un instant. Vous venez de découvrir quelque chose que la psychologie mainstream ne vous dira pas. Que les hypersensibles empathiques sont neurologiquement programmés pour aimer l'impossible. Que l'anima et l'animus jungien sont des projections qui créent une illusion positive. Que les systèmes de récompense dopaminergiques déréglés brisent les personnalités. Et vous avez vu le protocole hybride qui combine l'intégration de l'ombre avec la régulation neuroscientifique. Ce type de contenu coûte une recherche profonde, coûte des années à étudier Jung et Huberman, coûte le courage de connecter des points que l'Académie préfère maintenir séparés, parce qu'admettre que la psychologie profonde et la neuroscience se valident détruit beaucoup de narrations confortables. Le Super Thanks n'est pas seulement un bouton, c'est vous qui dites « Je valorise la connaissance qui me transforme, pas le contenu qui me distrait ». Quand vous cliquez sur le cœur doré en dessous de la vidéo, vous financez la prochaine révélation. Le prochain protocole hybride,
La prochaine connexion que personne d'autre ne fait. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un chercheur de la vérité. Vous êtes quelqu'un qui comprend que la connaissance profonde a un coût et qu'il vaut la peine de payer pour elle. Alors si cette vidéo vous a donné de la clarté, si elle vous a montré pourquoi vous tombez amoureux de l'impossible, si elle vous a donné un chemin réel d'intégration, pensez aux Super Tanks. Parce que des chaînes comme celle-ci n'existent que parce que des gens comme vous choisissent de financer ce qui transforme, pas ce qui divertit. Maintenant, allons plus loin. Quand un hypersensible empathique aime quelqu'un qu'il ne peut pas avoir, quelque chose se produit au niveau de l'architecture de la psyché qui est irréversible, à moins que vous ne fassiez une intervention active. Jung appelait cela l'inflation psychique. C'est quand l'inconscient, alimenté par l'obsession, commence à envahir le conscient. Rêves vifs, synchronicité impossible, pensées intrusives, sensation que cette personne est votre âme sœur. Et plus vous alimentez cela, plus l'inconscient grandit, jusqu'à ce qu'il domine. Huberman appelait cela le détournement limbique. C'est quand l'amygdale prend le contrôle et déconnecte le cortex préfrontal. Vous perdez littéralement la capacité de prendre des décisions logiques. Une expérience de 2024, dirigée par le docteur Joseph Henrich, a montré que les hypersensibles empathiques ont une plus grande prédisposition à cela. Parce que leurs neurones miroirs hyperactivés créent des boucles de rétroaction, jusqu'à ce que la personne perde la notion de ce qui est réel et de ce qui est projection. Et il y a plus. Jung a documenté un phénomène appelé l'énantiodromie. C'est quand quelque chose se transforme en son opposé extrême. Quand l'amour obsessionnel devient haine destructrice, Jung a vu cela avec Sabina. Au début, il la voyait comme une déesse, mais quand elle a commencé à s'éloigner, quelque chose s'est inversé. Il a commencé à la voir comme une manipulatrice. C'était l'énantiodromie. L'ombre inversant la projection. Les hypersensibles empathiques passent par cela constamment. Ils idéalisent quelqu'un d'impossible. Et quand la personne déçoit inévitablement, l'hypersensible empathique se retourne. Soudain, la personne est narcissique, mais peut-être qu'elle est juste quelqu'un qui n'a jamais correspondu à la projection. Huberman a expliqué que le rejet romanesque est traité comme une douleur physique. Et quand la douleur est intense, le cerveau crée une inversion affective, transformer l'amour en haine parce que la haine fait moins mal que le deuil. C'est pourquoi tant d'hypersensibles empathiques finissent dans des cycles de trauma bonding. Ils ne parviennent pas à gérer le deuil de la fantaisie. Alors ils inversent, haïssent, harcèlent, parce qu'admettre qu'il n'y a jamais eu de connexion réelle détruirait la narration qui a soutenu l'identité de l'hypersensible empathique. Maintenant, voici le protocole avancé. Que faire quand vous êtes déjà en inflation psychique? Quand vous avez déjà perdu le contrôle? Quand vous êtes déjà dans le détournement limbique? Premièrement, interruption de motif. Technique de Huberman. Quand vous sentez l'urgence de vérifier les réseaux sociaux, d'envoyer un message, de créer des fantasmes, faites cela. Inspirez profondément. Retenez votre respiration pendant 5 secondes. Expirez lentement pendant 10 secondes. Répétez 5 fois. Cela active le système nerveux parasympathique et désactive temporairement l'amygdale. Vous n'allez pas arrêter de ressentir, mais vous allez créer de l'espace entre le sentiment et l'action. Deuxièmement, l'externalisation de l'ombre. Technique jungienne. Prenez un papier, écrivez une lettre à la personne, mais ne l'envoyez pas, écrivez tout. La rage, le manque, la fantaisie, le désir, tout ce que vous avez réprimé. Et ensuite, lisez-la à voix haute, pour vous-même. Cela sort l'ombre de l'inconscient et la place dans le conscient, où vous pouvez la voir, la juger, l'intégrer ou la dissoudre. C'est un peu comme vider son sac, mais avec une perspective analytique. Troisièmement, le protocole de deuil actif.
Le docteur James Hollis l'a expliqué dans l'épisode avec Huberman. Vous devez faire le deuil de la fantaisie, pas de la personne, de la fantaisie. Asseyez-vous. Permettez-vous de ressentir la douleur que cela n'était pas réel, que vous avez projeté, que vous avez créé une histoire dans votre tête. Pleurez, criez, écrivez, mais faites le deuil, parce que si vous ne le faites pas, la fantaisie va continuer à vivre dans l'inconscient et va vous empêcher d'aimer quelqu'un de réel. Imaginez-vous enterrant cette vision idéalisée. Quatrièmement, la reconstruction de l'identité. Les hypersensibles empathiques qui aiment l'impossible construisent généralement leur identité autour de cette douleur. Je suis la personne qui aime profondément. Je suis la personne qui souffre par amour. Je suis la personne qui voit des connexions que personne ne voit. Mais cette identité est une prison. Vous devez vous demander, qui suis-je sans cette douleur? Qui suis-je sans cette obsession? Qui suis-je quand je ne projette pas Anima ou Animus? La réponse va vous assurer, parce que vous pouvez réaliser que vous ne savez pas. Que vous avez passé tellement de temps à être l'hypersensible empathique qui aime l'impossible que vous avez oublié qui vous êtes sans cela. Et là commence la véritable individuation. La journée de devenir vous-même. Pas l'hypersensible empathique qui donne, pas l'hypersensible empathique qui souffre, mais vous, entier, intégré, réel. C'est comme renaître de ses cendres. Cinquièmement, et le plus important, le protocole de neuroplasticité dirigé. Huberman enseigne que vous pouvez rewire, réorganiser vos circuits neuronaux grâce à des pratiques délibérées. À chaque fois que vous pensez à la personne, vous allez faire cela. Visualisez la personne comme elle est vraiment, pas la version idéalisée, la version réelle, avec indifférence, avec des failles, avec sa propre vie. Et ensuite, visualisez-vous sain, complet, sans avoir besoin de cette personne. Faites cela pendant 5 minutes tous les jours. Pendant 90 jours, la recherche de neuroplasticité de 2024 a montré que 90 jours est le temps nécessaire pour créer de nouveaux circuits neuronaux et affaiblir les anciens. Vous êtes littéralement en train d'effacer l'obsession de votre cerveau et de la remplacer par l'autosuffisance émotionnelle. Cela ne va pas être facile. Ça va faire mal, parce que vous êtes en train de tuer une partie de vous, la partie qui croyait en la fantaisie. Mais cette mort est nécessaire. Jung appelait cela la mort de l'ego. Huberman appelle cela rewiring, neural. Mais le résultat est le même, la transformation. C'est comme une chirurgie du cerveau, mais sans le bistouri. Maintenant, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Jung, après avoir intégré l'expérience avec Sabina. Il a écrit dans Souvenirs, rêves et réflexions que cette période a été la plus importante de sa vie. Pas parce qu'il a conquis Sabina. Il ne l'a pas conquise, mais parce qu'il s'est conquis lui-même. Il a arrêté de projeter Anima. Il a commencé à intégrer le féminin à l'intérieur de lui. Il a développé l'intuition, la compassion, la réceptivité, des qualités qu'il cherchait avant chez les femmes. Et là, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Il a arrêté de tomber amoureux de femmes impossibles. Il a arrêté de créer des fantaisies. Il a commencé à voir les individus comme des individus, pas comme des archétypes, pas comme des projections, des individus. Et c'est seulement alors qu'il a réussi à avoir des relations fonctionnelles. Pas parfaites, fonctionnelles. Il a eu des aventures. Il a eu des amitiés profondes avec des femmes. Mais il n'a plus jamais permis à l'anima de le posséder. Il n'a plus jamais permis à l'inflation psychique de le dominer. Il a appris à aimer sans projeter, à sentir sans se briser, à désirer sans se détruire. C'est comme passer du statut de marionnette à celui de maître de sa propre vie. Huberman, d'une certaine manière, est arrivé à la même conclusion. Il a dit dans des interviews qu'il a passé des années à essayer de trouver la partenaire parfaite. Mais il s'est rendu compte qu'il utilisait des critères neurochimiques, haute dopamine, haute oxytocine, connexion profonde, et cela se terminait toujours par de l'obsession.
cela se terminait toujours par des cycles de pics et de chutes. Alors il a fait quelque chose de radical. Il a arrêté de chercher. Il s'est concentré sur l'individuation, sur le fait de devenir la meilleure version de lui-même, sur la régulation de ses propres circuits, sur le renforcement du préfrontal, sur l'intégration de l'ombre grâce à la thérapie et aux pratiques contemplatives. Et il a dit que c'est seulement quand il a arrêté de chercher qu'il a réussi à avoir des relations saines. Pas parce qu'il a trouvé la bonne personne, mais parce qu'il est devenu la bonne personne. La personne qui ne projette pas, qui n'idéalise pas, qui ne se brise pas. C'est comme passer d'un logiciel buggé à une version optimisée. Alors voici le message final. Si vous êtes un hypersensible empathique qui aime quelqu'un qu'il ne peut pas avoir, si vous sentez que vous êtes en train de vous briser de l'intérieur, si vous êtes pris au piège dans l'inflation psychique, dans le détournement limbique, dans l'illusion positive, sachez que Jung est passé par là. Huberman comprend cela. Et il existe un chemin de sortie. Mais le chemin n'est pas de conquérir la personne. Ce n'est pas de manifester. Ce n'est pas d'attendre la flamme jumelle. Le chemin est l'intégration. C'est de confronter l'ombre. C'est de réguler la dopamine. C'est de faire le deuil de la fantaisie. C'est de reconstruire l'identité. C'est de rewire neural grâce à 90 jours de pratique délibérée. C'est de devenir entier. C'est d'arrêter de chercher des moitiés. C'est d'aimer vraiment, pas des projections, des individus, pas des fantaisies, la réalité, pas l'impossible, le possible. Imaginez-vous sortant d'un labyrinthe pour enfin voir la lumière. Et quand vous ferez cela, quand vous intégrerez, quand vous deviendrez complet, vous allez regarder en arrière et remercier, pas la personne que vous avez aimée, mais la crise qu'elle a provoquée. Parce que c'est cette crise qui vous a forcé à confronter l'inconscient, à intégrer l'ombre, à devenir qui vous êtes vraiment, pas l'hypersensible empathique qui souffre, pas l'hypersensible empathique qui donne sans recevoir, mais l'individu entier, intégré, libre. C'est un peu comme une renaissance personnelle. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose que peu de gens savent. Jung a eu une rechute. 10 ans après Sabina, il a rencontré Tony Wolff. Et tout a recommencé. Mais cette fois, c'était différent. Parce que Jung avait des outils, il a reconnu le schéma. Et il a transformé cette relation en quelque chose de fonctionnel. Tony est devenue collaboratrice intellectuelle, pas une fantaisie romantique. Parce que Jung a appris que les hypersensibles empathiques n'arrêtent pas de ressentir intensément. Ils apprennent juste à canaliser l'intensité vers l'individuation, pas vers l'obsession. C'est comme transformer le plomb en or. Et Huberman a traversé quelque chose de similaire. Il a mentionné dans des interviews qu'il a eu des relations obsessives, où il a tout optimisé. Mais cela se terminait toujours, parce que l'optimisation sans l'intégration n'est que contrôle. C'est seulement quand il a confronté ses propres schémas d'attachement qu'il a trouvé la paix. Pas nécessairement une relation parfaite, mais la paix avec qui il est. C'est un peu comme trouver son équilibre intérieur. Alors voici la vérité que personne ne veut entendre. Peut-être que vous ne serez jamais avec la personne que vous aimez. Et peut-être que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Parce que si elle vous choisissait maintenant, avec vous projetant encore, la relation serait un désastre. Mais si vous faites le travail maintenant, si vous intégrez l'ombre, si vous régulez la dopamine, si vous devenez entier, alors 2 choses peuvent arriver. Première possibilité, vous arrêtez de vouloir cette personne parce que vous réalisez que vous vouliez la projection, pas la personne réelle, et vous devenez libre. Deuxième possibilité, vous attirez une relation saine parce que vous êtes devenu la personne capable d'en avoir une. C'est un peu comme planter les graines de son propre bonheur. Seconde possibilité, vous désirez toujours cette personne, mais d'une manière saine, sans obsession. Et là, vous pouvez vous approcher d'elle en tant qu'être humain complet. Peut-être qu'elle vous verra différemment, ou peut-être pas,
Mais cette fois, le rejet ne vous brise pas, parce que vous êtes déjà entier. 90% des hypersensibles empathiques qui font ce travail découvrent qu'ils ne veulent plus de cette personne inaccessible. Parce que ce qu'ils voulaient vraiment, c'était se sentir entier. Et quand ils y parviennent, grâce à l'intégration, la personne perd de son éclat. Et ce qui reste, c'est de la gratitude pour la crise qu'elle a engendrée. Carl Jung disait que les pires expériences étaient celles qui l'avaient le plus transformé, qu'il ne changerait rien, parce que c'est grâce à cela qu'il était devenu entier. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous un hypersensible empathique qui aime quelqu'un d'inaccessible? Ou avez-vous déjà vécu cela et vous êtes-vous transformé? Dites-moi en commentaire quelle partie du protocole Jung-Huberman vous allez commencer aujourd'hui. Intégration de l'ombre, régulation de la dopamine, deuil de l'illusion positive, recablage neuronal. Je veux connaître votre parcours, parce que lorsque vous partagez, vous ne vous engagez pas seulement. Vous inspirez d'autres hypersensibles empathiques qui se brisent de l'intérieur. Et peut-être que votre commentaire est exactement ce que quelqu'un a besoin de lire pour faire le premier pas vers l'intégration. C'est le chemin. Il n'est pas facile, il n'est pas rapide, il n'est pas romantique, mais il est réel et il est transformateur. Et quand vous arriverez de l'autre côté, quand vous deviendrez entier, vous comprendrez pourquoi Jung a passé 40 ans à enseigner l'individuation. Pourquoi Huberman consacre sa vie à la neuroscience de la maîtrise de soi? Parce qu'il n'existe pas de plus grande liberté que d'arrêter d'avoir besoin de quelqu'un pour se sentir complet. Il n'existe pas de plus grand pouvoir que d'aimer sans projeter. Il n'existe pas de plus grande paix que de devenir qui vous êtes vraiment, entier, intégré, libre et capable d'aimer vraiment pour la première fois.